allons donc nous intéresser aujourd'hui au panneau développement et plus précisément aux outils du panneau développement de Lightroom. Donc ici il est en version 5, il y a peu de changements par exemple avec la version 4, donc vous ne serez pas déboussolés. On va commencer ici tout en haut avec l'histogramme et on va voir comment on peut aménager le panneau. Alors là, pour les besoins, je vais tout réduire. Donc en faisant un clic droit, vous voyez sur la bande, je peux tout masquer, tout réduire ou passer en mode solo. Alors le mode solo, c'est simplement, j'enlève réglage, je passe en détail. Alors pour ne pas devoir enlever détail pour passer en réglage, si j'ouvre virage partiel, ça ferme automatiquement détail pour m'ouvrir virage partiel. En fait, je ne peux avoir qu'un onglet à la fois d'ouvert. Je vais repasser en mode classique, ce qui me permet d'en ouvrir éventuellement plusieurs. Et je peux tout développer, c'est-à-dire tout ouvrir ou tout réduire. Je vais rester pour cette fois sur tous les onglets de développer. Je vais m'intéresser ici en haut à la partie histogramme. Alors la partie histogramme, on peut voir qu'en passant la souris sur l'histogramme, on a 5 bandes qui apparaissent. Et ces 5 bandes, on l'a ici à la place des informations EXIF, donc à la place des ISO, on voit, ici on va venir bouger les noirs, l'ombre, l'exposition, les hautes lumières ou les blancs. Et on retrouve également ici au niveau des curseurs une surbrillance qui se fait au passage de la souris, mais qui se fait également quand on rentre dans l'histogramme. On voit que les noirs en bas est en surbrillance, l'ombre, l'exposition, les hautes lumières et les blancs. Donc on va pouvoir venir directement régler par exemple l'exposition de la photographie au niveau de l'histogramme. On vient en fait bouger ici le curseur. Tout en restant sur ces curseurs, il faut savoir que peu importe le réglage du curseur, si on fait un double clic sur le nom, on réinitialise le curseur. Alors on va descendre d'une tape et on va arriver ici sur la barre, une sorte de barre d'outils. Et on va s'intéresser au premier outil, qui est le recadrage. Alors le recadrage, on a une boîte de réglage qui apparaît. Le recadrage qui est assez basique, on peut venir ici recadrer la photographie. On va s'intéresser à l'aspect. L'aspect parce qu'on peut soit faire un recadrage personnalisé. Alors avec un recadrage personnalisé, personnalisé, voilà, on va pouvoir avoir peu importe le ratio de longueur ou de largeur. Hop, je vais le déverrouiller. Voilà, on pourrait avoir un format carré, enfin, peu importe, on choisit un peu à la volée. On peut choisir un format original, donc on garde le format original de la photo, donc ici 3/2, puisqu'on est sur un capteur type 24-36. On peut choisir un format carré, 1.1, 4.5, etc. et faire nous-mêmes nos rapports personnalisés. On voit ici, on retrouve les formats vidéo, par exemple, 1920 par 1080, le format 4/3, le format 16/10. On va pouvoir rentrer d'autres formats en fonction de nos besoins. Toujours sur ce même réglage. Donc là, je vais pas faire de recadrage, je vais en faire un léger, voilà. On va revenir sur l'outil, on va s'intéresser à la partie angle. Alors cette partie angle, on voit qu'en cliquant ici sur le petit mètre, on décroche l'outil. Et on va venir imaginer que derrière ici, vous voyez, on a une ligne, hop, que ce soit l'horizon d'un paysage et que ce ne soit pas droit. Hop, on choisit et ça redresse automatiquement la photographie tout en la recadrant. Ce qui est pratique pour redresser une photo. Voilà, donc là, on n'a pas de grosses choses, mis à part contraindre le recadrage. Ça, c'est quand on fait les rotations, c'est de façon à contraindre le recadrage à l'intérieur de l'image et non pas faire apparaître des bandes blanches autour de l'image. Voilà. Hop, on va réinitialiser notre image. Et puis, on va s'intéresser au deuxième outil. Alors, deuxième outil qui est un pinceau qui permet de faire une duplication ou une correction. Alors, la duplication, on peut régler notre taille de pinceau, sachant que sur Lightroom, avec la molette de la souris, vous pouvez également régler la taille de votre pinceau. On peut également régler l'opacité. Alors, on va se mettre sur une opacité de 100, de sens que vous voyez bien. Je vais choisir mon point de départ en tenant la touche Alt, et je vais venir coller comme ça mon point de départ. Alors, hop, je choisis mon point de départ ici. On voit qu'on a une simple duplication sans aucune prise en compte de ce qui peut apparaître autour. C'est pas forcément, ça peut être pratique dans certains cas pour enlever des poussières quand on veut vraiment travailler en mode manuel,
On a une mode correction qui est un peu plus intéressante. On va venir zoomer dans notre photographie. On va s'intéresser ici par exemple au grain de beauté. Si on enlève le grain de beauté, il faudrait reprendre en compte tous les poils et les structures de la peau. Alors on va choisir quelque chose d'adapté. On va faire une correction sur cette partie-ci. Il va automatiquement choisir un point de départ, mais ce point de départ, en plus de le dupliquer, il va également l'adapter avec les couleurs et le motif qui se trouve autour. Donc ça évite d'avoir une ligne franche. D'ailleurs, si je replie l'outil, on ne voit pas un rond apparaître, comme c'est le cas avec la duplication. On a vraiment un dégradé qui est fait, un lissage et une prise en compte de la couleur et de la structure autour, du motif, en fait, autour, de façon à recomposer cette photo et donc avoir une retouche parfaite, totalement invisible. On continue avec l'outil yeux rouges qui n'a rien de spécial. Vous tirez en fait, donc là j'ai pas de photo avec les yeux rouges, mais vous tirez un curseur en fait sur la partie rouge de l'œil, vous relâchez et donc là forcément il n'y a pas de détecté de rouge, mais il va enlever ce rouge en le remplaçant par quelque chose de plus sombre. L'outil dégradé. L'outil dégradé, donc on va dézoomer sur la photographie, qui permet, donc on voit encore une fois quand on prend l'outil qu'on a ici un panneau qui apparaît. Je vais tout réduire de façon à ce qu'on voit bien voilà le panneau. Hop, on a le panneau qui apparaît. Nouveau ou modifié, donc soit on crée un nouveau masque, soit on modifie un masque existant. Donc, je vais créer un masque. Imaginons qu'on décide que le fond est trop sombre, voilà. On voit qu'ici, sur l'exposition, elle a été montée. On peut assombrir le fond, ou à l'inverse, donner un peu plus sur le fond. C'est un outil très pratique pour faire des corrections en dégradé, alors principalement avec le ciel par exemple, de façon, quand on a un ciel un peu trop exposé, venir diminuer l'exposition sur le ciel. Mais on va pouvoir également venir modifier la saturation sur une partie de l'image. On va pouvoir venir modifier la netteté, le bruit, en fait tous les réglages classiques du développement qu'on verra ensuite, on va pouvoir les faire localement, ou tout au moins par un principe de filtre dégradé. Alors, je vais enlever le filtre dégradé, je vais réinitialiser. On passe à l'outil radial. C'est exactement le même principe, mais au lieu de partir sur un dégradé linéaire d'un bord d'image à un autre bord d'image, on part sur un principe radial, donc un cercle, sur lequel on a la modif. Alors, je vais vraiment pousser l'exposition à fond, de façon à ce qu'on voit là où je fais la modif, et hop, je vais venir tirer un cercle. On voit que la modif est appliquée partout, sauf à l'endroit du filtre radial. Si on veut l'inverse, on s'aperçoit qu'ici en bas on a un petit réglage inverser le masque. Hop, maintenant je règle, mes réglages se font sur ma partie radiale et non sur l'inverse. Alors l'utilité, venir retoucher une partie sélective de l'image. L'autre utilité, toute bête, on se place au centre de l'image. Hop, on va tirer notre radial sur toute l'image. Approximativement. Et étant donné qu'ici on est sur une exposition plus faible, je réinverse. Ici je crée un effet de vignettage. Je peux venir justement créer mon effet de vignettage très exactement sur la partie qui m'intéresse, donc sur la main avec la tasse. Voilà. Je vais pouvoir comme ça concentrer la lumière. On va pouvoir régler le contour progressif de l'effet. Et puis bien sûr, encore une fois, on peut jouer sur la netteté, on peut jouer sur l'exposition, sur les contrastes, la haute lumière, l'ombre, la saturation, etc. Donc on a quelque chose c'est un outil sélectif dans lequel on retrouve tous les outils de développement classiques. Je vais le réinitialiser, on repart toujours à zéro. Un outil pinceau qui permet cette fois de venir modifier quelque chose par un contenu de masquage de prise en compte ou non. Alors, je vais vous expliquer un peu. On voit qu'au milieu, on a un petit plus. Et que sur l'outil, on a deux cercles. Alors, imaginons que je veux venir modifier l'exposition sur le doigt, qui me paraît un peu haut, par exemple. Je vais venir choisir de mettre un peu moins d'exposition. Alors là, je vais forcer, évidemment, de sens que vous voyez un peu la chose. Et je vais désactiver le masquage automatique pour vous montrer l'effet. Si je le fais, voilà. En gros, c'est un pinceau. Là où je passe le pinceau, on a moins d'exposition. Je réinitialise. Quand on active le masquage, avec une taille adéquate, un contour et un débit progressif correct,
Hop, j'augmente un tout petit peu pour pas déborder du doigt. La modification que je vais faire, voilà, il prend en compte ma couleur de départ, donc l'endroit où le plus se situe. Et je vais venir modifier principalement le doigt et pas autour du doigt en fait. Donc c'est pratique comme là pour jouer sur la peau. Alors, j'ai moi pour habitude de le faire comme ça en version trash, comme je dirais, donc avec des réglages très hauts, de façon à voir tout de suite bien ma modif. Puis ensuite, je vais venir régler comme ça. Hop, on va pouvoir enlever un peu d'exposition. On peut toujours, hein, comme tous les outils, activer ou non l'outil pour voir la modification qui est apportée. On voit que la main ramasse un peu moins la lumière. Et on n'a pas touché ou peu touché à la tasse et aux autres parties qui auraient été touchées si on n'avait pas eu ce principe de masquage. Donc voilà pour la barre d'outils. On va voir également, donc ici pareil, je vais réinitialiser ma photographie, je vais réduire cette boîte et on va voir les réglages de base. On verra le reste dans une seconde vidéo. Les réglages de base, en premier le traitement, choisir, vous voulez faire un traitement couleur ou noir et blanc. Noir et blanc étant une désaturation complète de l'image. Et on s'aperçoit qu'automatiquement on enlève les réglages de vibrance et de saturation, hein, c'est très logique, puisqu'on n'a plus qu'une couche de gris et non des couches de couleurs. En premier, on a une pipette qui est liée à la balance des blancs. Alors la balance des blancs, vous connaissez, elle est soit automatique, soit choisie par rapport à une lumière naturelle, ou par rapport à un flash, par rapport au tungstène. Comme c'est une photo faite au flash, forcément on se retrouve dans les bleus quand on passe au tungstène, donc on va choisir une balance des blancs automatique. Ou alors tout simplement on peut prendre la pipette et venir choisir une zone gris neutre, donc une zone la plus neutre possible de l'image. Alors une zone la plus neutre, c'est ce qui va vous paraître de gris dans l'image. Alors la tasse éventuellement peut être grise. À défaut, un papier blanc mis à l'ombre, il est gris, donc ça va équilibrer la balance des blancs. Voilà, ça permet de faire une balance des blancs manuelle un peu plus rapide, avec un réglage un peu mieux que la balance des blancs ici prédéfinie. Sinon, vous avez toujours la possibilité de faire un réglage manuel de la température et de la teinte, de façon à obtenir un effet que vous souhaitez, ou ajuster la balance des blancs. Hein. Quelquefois, quand on les fait en automatique, on trouve ça encore un petit peu chaud. Bon bah hop, on va venir refroidir légèrement ici. L'effet est tout aussi bon. On passe ensuite au réglage, alors ce qu'on va appeler les réglages boîtiers. L'exposition contraste, on monte ou non l'exposition de la photo. Le contraste de la photographie, ça rien de particulier. J'initialise ma photographie. On a un mode auto, où il va nous faire les réglages autant de la tonalité que de la présente. Voilà. Bon. Le réglage auto n'est pas toujours, en fonction de la photographie, très sympathique. Personnellement, j'évite de l'utiliser, ça donne rarement de bons résultats. Les hautes lumières. Alors les hautes lumières, ce sont non pas les blancs, puisqu'on a les blancs en bas, mais la partie trop haute des blancs. Donc on va revenir ici tout en haut sur notre histogramme, et on va s'intéresser aux deux petits triangles qui sont en haut. Alors le triangle des hautes lumières, quand on l'engage, on s'aperçoit que les parties hautes lumières deviennent rouges. Donc ce sont des blancs qui sont au-delà de l'histogramme. Et avec l'autre triangle, donc je vais descendre l'exposition de façon à ce qu'on en voit, voilà, des noirs qui sont trop noirs. Des noirs totalement noirs, donc totalement bouchés, aucune information, donc peu d'intérêt dans l'image. Je vais remettre mon expo correct, et on va s'apercevoir, au niveau des hautes lumières, donc on est vraiment dans la partie la plus haute ici, on va pouvoir venir bouger nos teintes de haute lumière, donc les parties ici, on s'intéresse à la main, et avec les blancs, on va calibrer ce point 0, donc ce point blanc. Ici, on voit que juste là, on a un blanc qui est légèrement trop blanc, donc une perte d'infos. C'est pas gênant sur cette photo-ci, puisqu'on est dans du reflet, donc c'est intéressant d'avoir un blanc parfait dans un reflet. Mais on peut imaginer que ce soit une robe de mariée, et donc on perd du détail. On va pouvoir venir ici, ajuster ce blanc, hop, de façon à totalement faire disparaître les hautes lumières. C'est-à-dire que ici, on est sur une information, on le voit en dessous de l'histogramme, qui est une valeur de rouge, de vert et de bleu qui n'est pas totalement à 100%, donc pas un blanc complet. On voit en baladant la souris, en dessous de l'histogramme, les pourcentages de dosage de rouge, de dosage de vert et de dosage de bleu. On va descendre
encore d'un cran avec les ombres et les noirs. En fait, je vous expliquais l'autre lumière et les blancs, on a exactement le principe avec les ombres et les noirs. Donc, hop, dans la partie qui se trouve ici, on a les ombres. Je vais dézoomer ma photographie, de toute façon, ce qu'on voit une partie voilà, d'ombre qui est modifiée. Et une partie de noir. Alors les noirs, on va justement venir donc réinitialiser la photo. Et les noirs, on va s'intéresser à des noirs en les poussant de façon à avoir juste ce qu'il faut de noir qui débute. Alors on peut également le faire autrement. On peut venir ici, prendre le curseur et tenir la touche Alt. On se retrouve avec un masque blanc, une photo totalement blanche, et n'apparaissent que les zones qui sont totalement noires. Alors, totalement noir, vous allez me dire il y a de la couleur. Mais la couleur, c'est simplement le canal qui va se retrouver à un niveau 0, c'est-à-dire un niveau noir. Si on avance, on s'aperçoit que on a ici des informations donc de vert qui apparaissent. Donc c'est le vert qui est au maximum de ses possibilités. Alors si on vient dessus, on s'aperçoit que tout en haut, bon là je suis pas pile poil sur le bon, bon, ça va être difficile de trouver le pixel qui correspond, mais on aurait théoriquement un vert à 0 et un peu d'informations dans les autres canaux de couleurs. On continue, on descend avec la présence clarté, vibrance, saturation. On va d'abord commencer par vibrance et saturation, et plus particulièrement avec la saturation. La saturation, ça parle seul, on sature ou non les trois canaux de couleurs identiquement. C'est-à-dire que quand on monte autant le rouge, autant le vert, autant le bleu. On monte nos trois canaux de la même façon, donc tous les canaux de couleurs montent progressivement de la même façon. La saturation, c'est bien. Le problème, c'est qu'on sait que certains canaux montent plus vite que d'autres. Donc on va se retrouver avec des photos qui vont avoir cette tendance à être vite trop vert, vite trop rouge, mais pas forcément avec assez de bleu. À l'inverse, la vibrance va monter progressivement chaque canal en fonction du canal qu'il représente. Donc en gros, ça va monter plus vite les bleus, moins vite les rouges et moyennement les verts, de façon à avoir quelque chose de plus naturel et donc garder, d'ailleurs si on fait l'essai 10 points d'un côté ou 10 points de l'autre, on s'apercevra vite que avec la vibrance, on a quelque chose qui paraît plus naturel au niveau de la montée de la saturation des couleurs. Donc vaut mieux privilégier la vibrance quand on veut juste ajouter un peu de peps à l'image. Quand on a vraiment une grosse déficience de saturation sur des contre-jours ou autres, on pousse d'abord un peu la saturation, puis on peaufine à la vibrance. C'est un réglage de base. La clarté, c'est, pour simplifier la chose, la netteté dans le contraste de l'image. Donc on va le pousser à fond de toute façon, ce que vous voyez, un peu l'effet, ça que toutes les parties de contraste deviennent nettes par le contraste et non par la netteté. C'est-à-dire que ça va renforcer des contrastes dans les détails de façon à donner du net à l'image. Et à l'inverse, quand on le descend, chose à ne jamais faire, hein, on peut le faire localement sur une photographie, sur une partie où on veut donner un certain effet, mais on vient aplatir les détails, donc on garde juste les zones franches, et tous les petits réglages, tous les petits détails qui apparaissent par contraste vont disparaître en lissant en fait le contraste de l'image. Voilà la différence. Alors, par principe, jamais mettre une clarté négative. Un peu de clarté peut donner un peu de peps à l'image, mais ne surtout pas en abuser, surtout avec la peau, puisqu'on donne un effet de vieillissement immédiat à la peau. Vos modèles risquent de peu apprécier en règle générale. Par contre, ça peut être intéressant, surtout en noir et blanc, pour venir densifier une peau, principalement quand on prend une personne âgée ou autre et qu'on veut justement donner du peps à cet effet. Voilà, il nous restera les autres parties à voir. On verra ça dans une prochaine vidéo. De toute façon, on va voir des vidéos à peu près comestibles et qui puissent être vues correctement. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo où on verra les courbes de tonalité, la partie TSL couleur noir et blanc, les virages partiels, le détail, la correction de l'objectif, les effets possibles avec Lightroom, et la partie étalonnage de l'appareil photo, on la verra vraiment ensuite, puisque là, ça dépend vraiment du matériel que vous avez à disposition pour étalonner en fait votre appareil photo. Merci d'avoir suivi cette vidéo.